On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma, mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Qui connaît le premier nom de Cendrillon? Ce n'est pas Charles Perrault qui l'a baptisé ainsi, mais c'est un auteur italien, un napolitain nommé Giambattista Basile. Il vécut une 50aine d'années avant la naissance de Charles Perrault. Il entreprit, à l'instar de notre célèbre conteur français, de recueillir par écrit toutes les histoires que les vieilles femmes racontent aux enfants de génération en génération. Dans son grand recueil, intitulé Le Conte des Contes, le nom de naissance de Cendrillon était Zezzola. Il va sans dire que son histoire n'est pas tout à fait la même que celle que nous connaissons. Saviez-vous par exemple que l'histoire commence par un meurtre? Notre héroïne commence par assassiner sa belle-mère en refermant de toutes ses forces le couvercle d'un coffre sur son cou. La suite de l'histoire n'est pas moins surprenante, croyez-moi. Et le roi qui tombe amoureux de Zezzola est loin d'être un prince délicat. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas non plus comment Zezzola prend le surnom qui deviendra le titre de ce conte dans le recueil de Giambattista Basile. Ce nom, ce titre, c'est La chatte Cendrillonne. Il était une fois un prince, veuf par malheur, qui avait une fille unique, si chère à son cœur qu'il voyait tout à travers ses yeux. Pour elle, il avait engagé une couturière très experte, qui lui enseignait le point de Venise, de Gênes, de Milan, le point de chaînette, la frange, le galon, le passepoil, et qui lui témoignait une affection telle que les mots ne sont pas assez forts pour la décrire. Mais le prince s'était remarié avec une créature enragée, possédée par le démon, qui prit en grippe sa belle-fille et se mit à lui lancer des regards de travers et à lui faire des grimaces si terribles qu'elle en sursautait d'épouvante. La pauvre enfant se plaignait jour et nuit à la couturière des horribles traitements que lui infligeait sa marâtre, en disant « Oh, mais pourquoi ce n'est pas toi, ma belle-mère, toi qui me fais tant de m'amour et de câlins ?» Elle poussa tellement cette rengaine que l'autre commença à sentir son oreille démangée par une puce et son cerveau aiguillonné par le diable, et finit par lui dire « Si tu veux bien accommoder à ma sauce cette espèce de folle, moi, je deviendrai ta maman, et tu seras aussi précieuse que la prunelle de mes yeux. » Elle allait continuer son prologue lorsque Zezzola, c'est ainsi que se prénommait la jeune fille, lui dit « Excuse-moi de te couper la parole, mais je sais que tu m'aimes. Alors, parlons peu, parlons bien. Dis-moi au juste ce que je dois faire, car je ne suis pas très au courant des usages de la ville. Écris, et moi je signerai. » « Bon, alors écoute, » répondit la couturière. « Écoute-moi bien, ouvre tout grand tes oreilles, et tu ne mangeras plus que du pain blanc à la fleur de farine. Dès que ton père s'éloignera, dis à ta belle-mère que tu veux mettre une de tes vieilles robes qui sont rangées dans le coffre du grenier pour ne pas user celle que tu as sur le dos. Et elle, qui veut te voir porter des haillons, ouvrira le coffre et te dira « Tiens le couvercle. » Alors, pendant qu'elle fouillera, laisse-le tomber d'un coup sec pour lui casser le cou. Comme tu sais très bien que ton père ferait de la fausse monnaie pour tes beaux yeux, quand il te caressera, demande-lui de m'épouser. Et tu seras toujours heureuse, car tu deviendras la maîtresse de ma vie. » Dès qu'elle entendit ce discours, Zezzola fut démangée par la hâte et chaque heure lui parut durer 1000 ans. Après avoir exécuté de point en point les instructions de la couturière, elle attendit que le deuil de sa marâtre fût fini
pour commencer à pincer, à gratter, à frapper, à faire vibrer la fibre paternelle, afin de le pousser à se remarier avec la couturière. Au début, le prince ne prit pas l'affaire très au sérieux, mais la jeune fille avait si bien tendu la corde qu'elle finit par mettre dans le mille. Il se laissa convaincre, et le mariage fut l'occasion d'un grand festin. Or, pendant que les époux mélangeaient les ingrédients du plaisir, Zézola alla prendre l'air sur le balcon de sa chambre, et une colombe vola vers elle, en lui disant « Lorsque tu désireras quelque chose, fais-le savoir à la colombe des fées de l'île de Sardaigne, qui t'exaucera sur le champ. » Pendant 5 ou 6 jours, la nouvelle belle-mère enfuma Zézola avec toutes sortes de caresses, lui donna la meilleure place à table, ainsi que les meilleurs morceaux, lui mit les plus beaux habits. Mais très vite, elle balança tout cela à la mer, oublia le service rendu et fit passer sur le devant de la scène ses 6 filles qu'elle avait cachées jusque-là. Elle fit tant et si bien qu'elles entrèrent dans les grâces de son mari, qui laissa tomber de son cœur sa propre fille. Et Zézola, oubliée un jour, reléguée dans un coin le lendemain, passa de la chambre à la cuisine, du dais à la cheminée, du brocart au haillon, du sceptre à la broche, perdit son prénom de Zézola pour devenir la chatte Cendrillonne. Le prince, devant partir en Sardaigne pour ses affaires, demanda tour à ses belles filles ce qu'elles désiraient qu'il leur apportât. Imperia, Calamita, Sciorella, Diamantina, Colombina et Pascarella voulurent des robes luxueuses, des rubans, des épingles à cheveux, des fards pour embellir leur peau, du rouge pour leurs lèvres, des jeux pour se distraire et passer le temps, enfin une chose et l'autre. En dernier lieu, et comme pour se moquer d'elle, le prince dit à sa fille « Et toi, que veux-tu » Elle répondit « Je veux simplement que tu ailles saluer la colombe des fées, et que tu lui demandes de m'envoyer quelque chose. Mais fais bien attention de ne pas oublier, car si c'était le cas, tu ne pourrais plus avancer ni reculer. » Le prince partit, et après avoir rapidement expédié ses affaires en Sardaigne, il acheta tout ce que ses belles filles lui avaient demandé. Mais il oublia la requête de Zézola. Il s'embarqua, et bien que les voiles fussent hissées et les vents favorables, le navire, qui semblait arrêté par un rémora, ne parvint pas à quitter le port. Le capitaine, au bord du désespoir, s'endormit d'épuisement et vit en rêve une fée qui lui dit « Sais-tu pourquoi vous ne pouvez pas vous détacher du port ? Parce que le prince qui voyage avec vous a manqué de parole à sa fille et s'est souvenu de tout sauf de son propre sang. » Dès son réveil, le capitaine raconta son rêve au prince, qui, confus de son oubli, se rendit sur-le-champ à la grotte des fées, leur recommanda Zézola et leur demanda de lui envoyer quelque chose. Aussitôt jaillit de cette grotte une jeune fille si belle, mais si belle, qu'il crut avoir devant les yeux un gonfanon ou une bannière. Elle lui dit de remercier sa fille pour son bon souvenir, et qu'elle prenne toujours du plaisir en pensant à la colombe, et tout en parlant, elle tendit au prince une sarclette en or, un petit seau en or et un torchon de soie, en précisant que ce dattier devait être planté et que les autres choses serviraient à le cultiver et à le soigner. Le prince, fort étonné d'un tel présent, prit congé de la fée, et put faire voile vers son pays, où, dès son arrivée, il distribua à ses belles filles leurs cadeaux et remit en dernier à sa fille le don de la fée.
Avec une jubilation à ne plus pouvoir rester dans sa peau, Zezola planta le dattier dans un beau vase, le sarcla, l'arrosa et matin et soir l'essuya avec le torchon de soie. Si bien qu'au bout de 4 jours, il atteignit la taille d'une femme et libéra une fée qui demanda à la jeune fille « Que désires-tu » Zezola répondit qu'elle désirait simplement sortir de chez elle librement, à l'insu de ses sœurs. Et la fée lui dit « Toutes les fois que tu en auras envie, viens devant le dattier et récite-lui ceci. Ô mon dattier doré, avec la sarclette d'or je t'ai sarclé, avec le seau d'or je t'ai arrosé, avec le torchon de soie je t'ai essuyé. Déshabille-toi et habille-moi. » Et quand tu voudras te déshabiller, tu changeras le dernier vers et tu diras « Déshabille-moi et habille-toi ». Quand vint le jour de la fête et que les filles de la couturière furent sorties, bien étrillées et blanchies, toutes froufrou, clochettes et rubans, toutes fleurs et parfums, toutes écloses, toutes roses et toutes choses, Zezola courut à son arbre, et après avoir répété les mots de la fée, elle se retrouva sur-le-champ parée comme une reine, sur un carrosse suivi de 12 pages, bouchonnés et bichonnés. Elle se rendit du côté où se trouvaient ses sœurs, qui ne la reconnurent pas et qui eurent l'eau à la bouche en voyant cette splendide colombe. Le roi vint par hasard se promener au même endroit, et en la voyant, il resta interloqué, ébahi et envoûté devant la beauté mirifique de Zezola. Il ordonna à son serviteur le plus zélé de s'informer sur la belle, pour savoir qui elle était et où elle habitait. Le serviteur se mit à la suivre, mais elle, qui s'aperçut du piège, lui jeta une poignée de pièces d'or que le dattier lui avait données à cet effet, et le serviteur, tout allumé par ses écus brillants, oublia de suivre le carrosse pour se baisser et les ramasser. D'un bond, elle put rentrer dans sa maison, et à peine fut-elle déshabillée qu'arrivèrent ces 6 harpies de sœurs qui, pour l'humilier et la piquer, lui décrivirent en long et en large et en travers toutes les choses merveilleuses qu'elles avaient vues à la fête. Pendant ce temps, le serviteur était revenu auprès du roi et lui avait raconté toute l'histoire des pièces d'or. Le roi sortit de ses gonds et entra dans une colère magistrale en hurlant que, pour 4 pièces excrémenteuses, il avait bradé une marchandise de premier choix et qu'il avait intérêt, lors de la prochaine fête, à savoir où nichait ce bel oiseau. Une autre fête eut lieu, et les sœurs, toutes léchées et parées, s'y rendirent en laissant la misérable Zezola au coin du feu. Mais tout de suite, Zezola courut au dattier, lui récita les mots magiques, et il en sortit une nuée de demoiselles, l'une avec un miroir, l'autre avec un petit flacon d'eau de courge, une autre encore avec un fer à friser, et une autre avec du rouge pour les lèvres, une autre avec un peigne, et avec des épingles à cheveux, une autre avec des vêtements, et avec des colliers, et avec des pendentifs. Toutes l'entourèrent, la firent belle comme un soleil, et la placèrent dans un carrosse tiré par 6 chevaux, escorté par des étaffiers et des pages en livrée. Elle se rendit au même endroit que la première fois, et ajouta de l'étonnement dans le cœur de ses sœurs et du feu dans celui du roi. Cette fois encore, le serviteur la suivit, mais pour ne pas se laisser rattraper, Zezola jeta une poignée de perles et de joyaux, que le brave homme ne put s'empêcher de becqueter, parce que ce n'étaient pas des choses à laisser perdre. Et ainsi elle eut le temps de filer chez elle, de se dépouiller de ses atours et de les rendre au dattier. Le serviteur, abasourdi, revint la queue entre les jambes auprès du roi, qui lui dit « Sur l'âme de mes ancêtres, je jure que si tu ne retrouves pas cette jeune fille, je te donnerai autant de coups de bâton et de coups de pied au cul que tu as de poils à ta barbe. »
vint une autre fête, et dès que les sœurs furent parties, Zezola alla au dattier, récita l'habituelle formule magique et se retrouva encore plus somptueusement vêtue, et accompagnée cette fois-ci par tant de laquais qu'on aurait dit une courtisane entourée par de nombreuses bières venues l'arrêter sur la place publique. Dès qu'elle fut assurée d'avoir bien fait envie à ses sœurs, elle s'en alla, suivie par le serviteur qui cette fois s'était cousu au carrosse avec un fil solide. Quand elle vit qu'elle ne pouvait pas le semer, Zezola cria « Fouette, cocher, fouette !» Et le carrosse commença à aller plus vite que le vent, que les violons et que tout le reste, si bien qu'elle perdit l'une de ses chaussures, qui était l'une des choses les plus délicieuses du monde. Le serviteur, ne pouvant rattraper la voiture qui désormais volait, ramassa la chaussure et l'apporta au roi en lui racontant ce qui s'était passé. Le roi prit la chaussure entre ses mains et éructa ce discours. « Si la cise est aussi belle, que doit être la maison ? Ô beau chandelier, où a été enfoncée la chandelle qui me consume ? Ô trépied de la belle marmite dans laquelle bout ma vie ! Ô liège attaché à la ligne d'amour à laquelle cette âme a pêché mon cœur ! Voilà, je vous enlace et je vous serre, et si je ne peux embrasser la plante, je peux au moins adorer les racines. Si je ne peux atteindre les chapiteaux, je peux au moins embrasser la base. Vous étiez le piédestal d'un pied tout blanc, et maintenant vous êtes le piège d'un cœur tout noir. Grâce à vous, celle qui est le tyran de ma vie avait quelques centimètres de plus, et moi je grandis d'autant en douceur quand je vous regarde et vous étreins. Après avoir dit ceci, le roi appela son scribe, commanda les trompettes et tututut, il fit proclamer un ban invitant toutes les femmes du pays à participer au banquet et à la fête qu'il s'était mis en tête de donner. Oh, quelle bombance ce fut! De partout arrivait de la viande aux pruneaux et aux pignons, des macaronis, des raviolis, des montagnes de gâteaux, des pains de gêne, des millefeuilles qui auraient pu nourrir une armée entière. Des femmes, il en vint de toutes les qualités, des nobles et des ignobles, des riches et des pauvres, des vieilles et des jeunes, des belles et des laides, et quand elles eurent bien actionné leurs dents, le roi, après avoir fait un discours, se mit à essayer la chaussure à chacune des invitées, pour trouver celle à qui elle irait comme un gant, et avoir enfin entre les mains ce pied qui aiguillonnait son cœur et faisait bouillir son sang. Mais la chaussure n'épousa aucun pied, et le roi fut à 2 doigts du désespoir. Néanmoins, après avoir imposé un silence général, il dit « Revenez demain faire bombance avec moi, et si vous m'aimez, ne laissez aucune femme à la maison, même la plus misérable des misérables. » Le prince alors avança qu'il avait bien une fille, mais qu'elle était une créature pouilleuse, peu digne de s'asseoir à la table d'un roi. Le roi répliqua qu'il la mettait en tête de sa liste. Sur ce, il congédia tout le monde, et le jour suivant, tout le monde revint, et Zezola avec les autres. Dès que le roi la vit, il eut l'intuition qu'elle était bien celle qu'il cherchait, mais ne le dit pas tout de suite. À la fin du repas, ce fut l'épreuve de la chaussure. Dès que celle-ci fut approchée de Zezola, elle vint toute seule, comme le fer court à l'aimant, pour chausser de son pied cet œuf peint par amour. Le roi, tout heureux, serra Zezola dans ses bras, la conduisit sous le baldaquin où il lui mit une couronne sur la tête et ordonna à tout le monde de s'incliner devant elle comme devant leur reine. En voyant cela,
Ses sœurs, les viscères enfiélés par l'envie, filèrent penaudes chez leur mère, en confessant à leurs dépens: bien fou qui veut lutter contre les étoiles. Si vous souhaitez en savoir plus sur Giambattista Basile et son grand recueil de contes, visitez la page que nous lui avons consacrée sur notre site intitulé Tout avec presque rien. Vous y trouverez également quelques mots sur les origines chinoises et indiennes de Cendrillon. Vous y trouverez des citations, quelques remarques sur l'écriture et l'humour de Giambattista Basile. Nous avons même concocté un petit quiz pour continuer de jouer un peu avec cette histoire rocambolesque. Merci à Marie pour le mixage et les images. Rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr sur notre site. Tout avec presque rien.